Beaucoup Catherine, bienvenue à vous dans le match des idées. On la surnomme la loi Macron, mais le texte s'intitule en fait Loi pour la croissance et l'activité. Les grandes lignes du projet sont connues, elles seront détaillées après-demain par Manuel Valls, le Premier ministre. Question ce soir, ce texte est-il suffisamment ambitieux? Les mesures peuvent-elles permettre de déverrouiller notre économie? On ouvre le débat. En plateau avec nous, Mathieu Plane, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE. Maël de Calan, bonsoir. Bonsoir. Dirigeant de la boîte à idées, qui est un think tank proche de l'UMP. Que sait-on sur le contenu de cette future loi qui ne fait pas l'unanimité à gauche? On voit ça avec Camille Collin. Son périmètre est large, sa vocation presque fourre-tout, de l'aveu même d'Emmanuel Macron. Au menu de son projet de loi, d'abord la libéralisation des professions réglementées, huissiers, notaires ou commissaires-priseurs. Libéralisation également du transport en autocar, avec un objectif, favoriser la concurrence. C'est la mise en œuvre de propositions ultralibérales que l'on connaît très bien. Tout ça va très certainement continuer à tuer le malade plutôt que de le guérir. Accueil mitigé dans la classe politique. Rien à redire sur l'ouverture jusqu'à minuit des commerces situés en zone touristique. La discorde tourne surtout autour du travail dominical. Quand on sait qu'un tiers des Français travaillent déjà le dimanche, quand on sait qu'il y a une grande déstructuration de la vie familiale. Vous voulez rester à 5 dimanches, c'est ça? Voilà. Mon souhait, c'est qu'elle soit au maximum aux alentours de 7. 5, 7, 12 dimanches travaillés chaque année, le temps que l'on s'accorde à gauche, la droite ironie. Donc on va passer de 5 dimanches à 7 dimanches, une loi pour ça. C'est une occasion complètement manquée. Elle est un peu plus encore un effort, monsieur Valls. Et justement, le projet a d'autres cibles en ligne de mire. Les concessions accordées aux sociétés d'autoroutes, le coût trop élevé du permis de conduire ou l'assouplissement des règles de licenciement collectif pourrait aussi y apparaître. Non. Ajoutons que cette loi devrait être adoptée par le Parlement au printemps prochain. C'est un texte qui ne fait pas appel à de l'argent public, ce qui est évidemment important à souligner. Sur la philosophie générale, Maël de Calan, est-ce que c'est une loi qui peut faire du bien à notre économie ? C'est surtout une loi qui est complètement dérisoire au regard des enjeux auxquels la France est confrontée. C'est-à-dire que quand on compare l'énergie qui est mise par Emmanuel Macron et par le gouvernement, y compris à convaincre leur propre majorité, et ce qu'on peut attendre de cette loi, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, on est assez stupéfait. C'est-à-dire que le peu qu'il y a dans cette loi va dans le bon sens, mais en réalité, toutes les grandes réformes structurelles qui paralysent ce pays, qu'elles aient trait au coût du travail, à la réglementation du travail, à la réglementation du licenciement... On entrera dans le détail dans un instant. Ne sont pas la philosophie générale, c'est la bonne direction, mais ça ne va pas suffisamment loin. On peut au moins se réjouir. Pour résumer votre point de vue. Pour résumer mon point de vue, exactement. Puis j'ajoute que pour une fois que les socialistes font une réforme qui ne coûte pas au budget de l'État, on peut se réjouir. Mathieu Plane. Oui, alors peu, c'est quand même mieux que rien. En tout cas, la question qui se pose, c'est effectivement que c'est un peu une loi fourre-tout. Je ne suis pas sûr qu'elle répond à la crise qu'on vit actuellement. En tout cas, on voit bien que dans l'ensemble des pays de la zone euro, la croissance est à l'arrêt. Et pourtant, on voit bien que des réformes ont pu être menées par ailleurs. En tout cas, il va falloir discuter point par point de son contenu. Mais effectivement, souvent, c'est plutôt assez décevant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il faille aller si loin sur certaines choses. Et par contre, sur d'autres, on ne va peut-être pas assez loin. Globalement, en tout cas, effectivement, on l'appelle loi croissance. Aujourd'hui, je ne crois pas que la croissance reviendra par cette loi. Ou en tout cas, ça sera des bribes de croissance. Là-dessus, vous êtes peu c'est mieux que rien. Peu c'est mieux que rien, oui. Enfin, c'est pas comme si notre pays avait pas 5 millions de chômeurs, si la croissance était à zéro et à tonne depuis 2008. Donc peu c'est mieux que rien, mais c'est pas du tout ce pourquoi on a un gouvernement. La mesure la plus urgente de votre point de vue, c'est quoi? C'est de s'attaquer au marché du travail? Il y a 2 mesures qui sont attendues par tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui souhaitent faire redémarrer la croissance, tous nos partenaires européens et tous nos créanciers. La première, c'est ce qui a trait au renforcement des marges des entreprises. Donc, ça, c'est le pacte faire simple, de c'est censé responsabilité. C'est censé redonner de l'air, pacte de responsabilité qu'on attend aux entreprises. Mais alors, si vous voulez, avec les socialistes, on a eu au 3e pacte de responsabilité, on a eu 2 chocs de il n'est pas entré en application, ça commence le 1er janvier prochain. Il a été annoncé, le premier pacte, il a été annoncé par Louis Gallois, je crois, en 2012. On va arriver pas ministre, 2015. Louis Gallois, c'était juste un rapport. Non, Jean-Marc Ayrault, oui. Donc le premier type de mesure structurelle qui est attendu a trait au renforcement des marges des entreprises. Et le deuxième type de mesure qui est attendu et nécessaire pour faire repartir à la fois la croissance et l'emploi,
c'est tout ce qui est trait à la flexibilité du marché du travail. Donc pour faire simple, à la réglementation du temps de travail et à la réglementation de l'embauche et du licenciement. Mais par exemple, prenons l'exemple de l'ouverture des commerces le dimanche. Aujourd'hui, la règle, c'est 5 dimanches par an. On pourrait passer à 12. Et là, je ne parle pas des zones qualifiées de touristiques. Bien sûr, non, mais c'est peu, et ça va dans le bon sens pour reprendre l'expression qui a été utilisée, mais c'est vraiment pas le problème. Le problème, ou l'enjeu, si vous voulez, ce serait d'instaurer un contrat de travail unique, qui serait la fusion du CDI ou du CDD pour aller vers davantage de flexi-sécurité. Le mot a tellement été utilisé que c'est devenu un marronnier. Le problème des rigidités, à la fois de l'économie française et du marché du travail, ça n'est pas le nombre de dimanches qui sont ouverts dans l'année. C'est l'un des problèmes, et c'est un épiphénomène. Et je le redis, ça n'est pas neutre, parce qu'un gouvernement ne peut pas mener 20 réformes d'ampleur. On dit que ce sera peut-être la dernière ou l'une des dernières réformes qui sera menée par ce gouvernement. Et sincèrement, ce n'est pas les sujets sur lesquels il faut investir son énergie politique. Mathieu Plane. Oui, enfin pour reprendre un certain nombre d'éléments, sur la question du marché du travail, effectivement, on se pose la question de la flexi-sécurité avec la question du contrat unique. Je crois que c'est plus pour traiter la question de la dualité du marché du travail que sa flexibilité, parce qu'aujourd'hui, on voit que 85% des embauches se font en CDD. Et dont la plupart en CDD moins d'un mois. Donc il y a une flexibilité dans ce pays qui existe. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle reporte sur peu de personnes et qu'effectivement, il y a une précarité du marché du travail qui se crée par rapport aux autres. Pour autant, traiter cette question-là, effectivement, elle n'y est pas. Hein. Elle n'est pas dans la loi, alors peut-être que ça viendra. En tout cas, elle est importante, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que, de toute façon, on ne peut pas s'exonérer de faire des réformes structurelles sans avoir un pilotage macroéconomique, ce qui n'existe pas. Et faire des réformes structurelles sans pilotage macroéconomique, ça aura très peu d'effet, ou voire même précariser un certain nombre de salariés. Donc c'est pareil pour le travail du dimanche. Le travail du dimanche, la question est assez intéressante. Elle est importante pour les zones touristiques, et essentielle, effectivement, notamment Paris. Pour les autres parties, on voit que effectivement, ça sera plutôt du redéploiement de consommation dans la semaine, qu'il y aura la question du petit commerce quand même à régler. Est-ce qu'on met un surcoût pour les salariés justement qui travaillent le dimanche dans les petites entreprises, parce qu'est-ce qu'elles peuvent le supporter? Donc toute cette question va être traitée, mais une fois de plus, moi je pense que cette loi sert donner des gages à Bruxelles. On voit qu'on a une situation extrêmement délicate avec Bruxelles, mais que pour autant, si on veut retrouver de la croissance, c'est suffisant. Voilà, pour retrouver de la croissance, évidemment non, c'est pas suffisant. Si on n'a pas derrière un pilotage macroéconomique qui permet justement d'avoir quelques marges de manœuvre budgétaires, alors à ce moment-là, vous pouvez faire toutes les réformes structurelles que vous voulez. Pour autant, vous réussirez pas. Un pilotage macroéconomique pertinent. Par exemple, il y a la question de l'investissement public. La dépense publique. Non, c'est pas la dépense. Il y a là quand même dans la dépense publique, croire que toute la dépense publique est mauvaise, c'est quand même un problème. L'éducation, c'est quand même important, c'est un investissement pour l'avenir. De l'investissement public, il y a un certain nombre qui sont dans la recherche et le développement, l'innovation. Par exemple, le fibrage de la France et notamment la diffusion du très haut débit, tout ça, c'est quand même des questions importantes. Et ça, aujourd'hui, c'est pas sur la table. Donc, on pourrait avoir cette question-là, et le FMI vient de le montrer à travers des études extrêmement sérieuses en disant, voilà, aujourd'hui, une relance par l'investissement public, si elle est bien ciblée, aurait des effets très forts sur la croissance. Et pour autant, là, on est juste sur la question de réforme structurelle qui plaît effectivement à Bruxelles, sans traiter de l'autre côté le pilotage macroéconomique. À droite, dès qu'on parle d'argent public, vous avez une fin de non-recevoir. Non, pas du tout. C'est pas la dépense publique qui est mauvaise en soi. Évidemment, on a besoin de dépenses publiques. Non, mais de nouvelles dépenses exactement. publiques. Le problème, c'est la dépense publique. Le problème, c'est la dépense publique au-delà du niveau actuel qui est déjà à 57 points de PIB. D'une part, c'est une dépense publique excessive, et par ailleurs, c'est une dépense publique qui n'est pas financée, parce que je rappelle que cette année, on va encore avoir entre 80 et 90 milliards d'euros de déficit. Juste pour élaborer sur ce que vous avez évoqué, parce que je suis au moins d'accord sur l'idée que s'il n'y a pas de pilotage macroéconomique et de vision d'ensemble, on ne réglera absolument rien avec une foule de mesures. Ce projet de loi, alors moi j'ai fait l'effort de l'ouvrir, je conseille cet exercice à personne parce que c'est assez fastidieux, il y a 160 articles, ça part dans absolument tous les sens, répartis en 3 grands axes. Premier axe, les professions réglementées, c'est-à-dire on cloue au pilori les notaires et les pharmaciens, même pas les pharmaciens, parce que les professions de santé ne sont pas dans la loi, les notaires et les commissaires-priseurs, les huissiers, oui. Et que personne ne peut croire quand même que c'est la rente qui est captée aujourd'hui par ces professions, qui existent, qui a été dénoncée par des tas de rapports, mais qui va régler quoi que ce soit. Non, mais non, mais est-ce qu'il faut s'attaquer à ce chantier? Oui, mais à tout ce chantier, et notamment aux professions de santé qui sont soigneusement tenues à l'écart de ce projet de réforme. Le deuxième grand axe, il a trait à l'investissement. Alors là, on nous explique
qu'on va régler les problèmes d'investissement au travers de l'actionnariat salarié et que la mère des batailles en matière d'investissement, à savoir la fiscalité de l'épargne, je pense qu'on sera d'accord sur ce sujet, qui aujourd'hui favorise une épargne non productive qui est orientée vers le livret A et l'assurance vie, n'est pas traitée. Et le troisième axe qui a trait à l'emploi et au développement de l'emploi tout au long de la vie, là aussi s'intéresse à des micro-mesures comme le travail du dimanche. Alors on ne sait pas si on aura 5, 7 ou 12, c'est absolument grotesque le débat qui est en cours entre le Parti socialiste et Bercy, et laisse soigneusement de côté les questions de contrat de travail, de durée du travail, de statut des fonctionnaires, qui est peut-être la plus grosse rente qui existe aujourd'hui. Donc de votre point de vue, on passe à France. côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel et c'est dommage parce que c'est vraiment présenté à la fois comme une réforme clé et probablement comme la dernière réforme d'ampleur qui sera menée par ce gouvernement. Ça, on n'en sait rien, il reste quand même 2 ans. Il ne faut pas être non plus impatient. Alors pour faire passer un projet de loi comme celui-ci, je pense qu'on en a au moins pour 1 an de débat législatif, de débat parlementaire. Ah, en principe, non, l'adoption est prévue au printemps prochain, en principe. Les professions réglementées, c'était l'un des axes forts de ce texte. Il y a eu des reculades ? Alors oui, il y a eu une partie des reculades. On voit que d'abord, ça se limite aux professions du droit, essentiellement, alors qu'effectivement, les professions de santé étaient dans le périmètre. D'ailleurs, notamment la question des pharmaciens et la possibilité de sortir des officines un certain nombre de produits qui ne seraient pas... De médicaments sans ordonnance. Sans ordonnance, et qui pourraient être vendus en grande surface, justement pour faire baisser les prix. En fait, pour l'instant, il n'en est pas question. En Italie, ce qui s'était passé, c'est que cette réforme a été faite et ça a permis de baisser de 25% le prix d'un certain nombre de médicaments, ce qui n'est pas forcément négligeable. Donc ça, effectivement, ça y est plus. Je crois que sur les notaires, effectivement, il y a une avancée. Elle est peut-être insuffisante, mais en tout cas, on ne peut pas vouloir flexibiliser le marché du travail d'un côté et pas s'attaquer à un certain nombre de rentes qui peuvent paraître comme injustifiées. Notamment, effectivement, quand on regarde du côté des notaires, les charges notariales ont extrêmement augmenté, ce qui montre bien qu'aussi, il y a une rente qui a augmenté avec les prix de l'immobilier, notamment du côté des notaires, et la liberté d'installation, c'est quand même important. Là-dessus, vous vous rejoignez ou pas ? Alors moi, je rejoins complètement l'idée qu'il y a un rapport de l'IGF qui est sorti il y a quelques années, l'Inspection générale des finances, qui portait sur 37 professions réglementées et qui montrait que sur ce périmètre, donc réglementé soit parce que l'installation était limitée, soit parce qu'il y avait un monopole d'activité, enfin il y a différents types de réglementation. Et sur ce périmètre, 37 professions, l'inspection des finances montrait que le niveau de profit avant impôt était 2,5 fois celui de l'économie française. Le niveau des salaires était très nettement plus élevé, sans que ce soit justifié par une prise de risque, un investissement, enfin, sans que ce soit justifié par quelques exemples, par des critères objectifs. Donc, quand ça a toutes les apparences d'une rente, que ça a l'odeur d'une rente, en général, c'est une rente. Donc, on a bien raison de l'attaquer. Je suis entièrement d'accord. Ce que je critique, c'est le fait qu'on résume la croissance et l'activité à un épiphénomène qui est la rente qui est captée ça, c'est vous par qui le quelques dites, professions. c'est pas au gouvernement, on dit pas ça. Moi, je lis projet de loi pour la croissance et l'activité, et quand j'ouvre ce projet de loi pour la croissance et l'activité, j'apprends que le problème de la France, c'est que les autocars, si j'ai bien compris, étaient pas assez, il n'y avait pas assez de concurrence dans les autocars, qu'il fallait une carte professionnelle pour vendre des vins et des spiritueux, qu'on allait la supprimer, et que c'est comme ça qu'on allait courir et se battre à armes égales contre la Chine, le Japon et l'Allemagne. Sincèrement, je suis pas tout à fait convaincu. Non, mais je crois que vous l'avez plus ou moins évoqué au début là, du débat, c'est que le gros qui a été fait pour les entreprises, et pas là-dedans, évidemment, c'est effectivement le CICE et le pacte de responsabilité. C'est quand même 40 milliards d'euros qui vont être transférés aux entreprises. Alors, effectivement, on peut considérer que ça ne va pas assez vite, mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de 2014, il y a eu déjà quasiment 10 milliards qui seront versés aux entreprises via le CICE. Il y en aura 10 de plus en 2015, auquel va s'ajouter le pacte de responsabilité et de solidarité. Et donc, on voit que ce transfert de 40 milliards est massif. Et aura beaucoup plus, on peut attendre plus d'impact sur l'économie, effectivement, du CICE et du pacte de responsabilité que cette loi. Même si cette loi, on voit que on va dire que c'est quasiment une loi microéconomique. C'est-à-dire qu'on voit que c'est profession par profession. Alors peut-être dans certains cas, ça va passer loin. La question du travail du dimanche est posée, effectivement, du grand commerce, du petit commerce. Tout ça doit être traité. D'ailleurs, c'est peut-être des questions plus sociales qu'économiques, parfois. On ne doit pas forcément avoir juste un impact en termes de croissance et de pouvoir d'achat, mais c'est aussi en termes de redistribution qui ça va affecter, etc. Ce que je crois, c'est que le CICE et cette loi pour la croissance et l'activité ont 2 points communs. Le premier point commun, c'est qu'on va dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on fait tout et son contraire. On veut baisser les charges des entreprises alors qu'on vient de les augmenter massivement.
massivement. On veut libéraliser l'économie voulez réduire française les déficits alors même qu'on crée des nouveaux textes. Alors on a parlé beaucoup de compte pénibilité récemment, des règles qui encadrent l'embauche des stagiaires, de la loi Hamon. Donc on veut simplifier l'économie et la déréguler alors même qu'on crée de nouveaux textes. C'est le premier sujet, c'est qu'on fait tout et son contraire. Et le deuxième sujet, c'est que ça ne va pas du tout assez loin. C'est vrai pour les professions réglementées, c'est vrai pour tout ce qui a trait à la relance de l'investissement. Vous feriez et sur c'est vrai. les professions réglementées, où est-ce qu'il faut placer le curseur ? Probablement assez proche de ce que préconisait l'IGF, c'est-à-dire il y a tout un tas de tarifs qui sont réglementés. L'inspection des finances préconisait de les réduire de 20%, permettre notamment dans les professions de santé d'élargir la prescription en dehors des officines, permettre aux opticiens d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans la prescription, enfin dans le diagnostic et dans la prescription, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de recommandations qui sont un peu compliquées à résumer en 3 phrases parce que ça concerne 37 professions, donc énormément de cas particuliers, mais qui, si elles étaient toutes appliquées, pourraient, selon les services de Bercy que Mathieu Plane connaît bien, générer entre 0,25 et 0,5 points de croissance en plus. Chaque année ? Chaque année, évidemment. C'est plus facile à dire quand on est dans l'opposition et qu'on n'a pas à se heurter aux lobbies puissants et nombreux. Vous avez parfaitement raison. Et c'est tout le travail de la boîte à idées que d'essayer de documenter de la manière la plus précise possible ce que la droite fera au pouvoir si elle gagne les élections en 2017, pour que ce ne soit pas uniquement une position qui se réduit à des joutes verbales ou à une critique de tout ce qu'entreprend le gouvernement, mais que ce soit un projet de gouvernement clé en main, un projet de gouvernement précis qui permette de faire partir la croissance. Non, mais, sur un certain nombre de points, on peut être d'accord, sauf que ce que je ne comprends pas, c'est effectivement... libéraliser l'ensemble du marché du travail, des biens et services, on voit que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est ce qui marche partout ailleurs. Améliorer la compétitivité des entreprises et réduire les déficits et les dépenses publiques et relancer l'investissement. Il y a un moment, la cohérence va poser un problème. En tout cas, il va falloir l'argent. Il n'y a qu'à vous, si vous voulez à la fois soutenir les entreprises France que ça pose et problème. réduire les impôts des ménages. Donc, il n'y a qu'à vous et il n'y a qu'en France que ça pose problème, parce qu'effectivement, la flexibilité du marché du travail, la baisse de la dépense publique qui permet à la fois de réduire les prélèvements obligatoires et les déficits, c'est ce qui a été mis en œuvre partout dans le monde. Et on fait 50 milliards. Au Canada, vous ferez combien en Suède, en Allemagne, aujourd'hui en Italie. Donc il n'y a que à l'OFCE et il n'y a que en France que ça semble poser problème. 50 milliards, en tout cas, 50 milliards, c'est quand même important, ça n'a jamais été fait dans notre pays. Donc vous voulez aller beaucoup plus loin. 50 milliards d'économies. Sur la dépense, bien sûr. En 3 ans. En 3 ans. Donc. C'est de l'ordre... Non, en 3 ans, absolument pas. C'est ce que le gouvernement fait. C'est de l'ordre de 100 milliards d'euros qu'il faut économiser pour revenir à un niveau de dépenses publiques qui est de 50 points de PIB, dont je précise, c'est un effort qui est considérable, mais dont je précise qu'à 50 points, il sera toujours 4 points plus élevé qu'en Allemagne. À propos de milliards, et ce sera la dernière idée qu'on pourra développer ce soir, au départ, cette loi Macron était portée par son prédécesseur à Bercy, à savoir Arnaud Montebourg. Lui, il comptait rendre 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Est-ce qu'avec cette loi Macron, on va restituer... On va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je crois pas, on va attendre les évaluations qui vont être faites. D'abord, il n'y a plus de chiffrage déjà. Non, mais d'abord, il y a plus de chiffrage Macron. parce que c'est extrêmement compliqué. Ces 6 milliards, on peut penser qu'ils étaient tirés notamment en partie du rapport de l'IGF, plus des calculs du Trésor à Bercy. Effectivement, en fait, le calcul venait du fait que les marges de ces professions réglementées sont nettement plus élevées que la moyenne de l'économie, et qu'en diminuant ces marges, on diminuerait les prix d'un certain nombre de biens et services. Et on parvenait à restituer 6 milliards d'euros, c'est beaucoup. Alors certains disent que c'est beaucoup plus. Ah. Certains disent que c'est beaucoup plus. Maintenant, c'était judicieux de la part de Montebourg de chiffrer. En tout cas, ça vous donnait une échelle de combien ça pouvait représenter. En tout cas, c'est des transferts de pouvoir d'achat, en tout cas de rente, en diminuant les prix de certains biens et services. Mais effectivement, ça dépend aussi des réformes qui seront menées et de la profondeur de ces réformes. Donc il y a un doute. Les 6 milliards aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui c'est évident. C'est pas la première fois qu'Arnaud Montebourg, dont j'ai compris qu'il avait repris ses études, c'est pas la première fois qu'il se serait planté dans ces chiffres, ou bien même, diraient certains, qu'il jette dans le débat un chiffre complètement fantaisiste qui est étayé par rien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation précise, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on ne connaît pas encore le contenu précis de cette loi Macron. C'est François Fillon qui a dit récemment qu'avant de lire la loi Macron, il attend que l'ensemble des mesures qui y sont contenues soient abandonnées, parce que comme ça va simplifier un peu la lecture. Donc il n'y a pas d'évaluation précise. Ce qui est sûr, c'est que ça va dans le bon sens, mais qu'à nouveau, c'est parfaitement anecdotique au regard des difficultés auxquelles la France est confrontée. Maël de Calan, Mathieu Plane, merci beaucoup. Merci. Fin de la Newsroom. Nous revenons demain en direct à partir de 19h. Excellente soirée sur LCI.